ce livre, donc La science sacrée ou la conscience de l'atome. Le but de ce livre, donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut concilier l'approche scientifique et l'approche mystique ou l'approche orientale. Et peut-être le biais, justement, c'est la conscience. Alors le titre de ce livre s'inspire de deux livres déjà anciens. Donc on a La science sacrée de Swami Yukteswar, donc Swami Yukteswar qui était le gourou de Yogananda. Et donc dans son livre, je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit livre, il décrit notamment les différents yogas, donc les cycles qui sont utilisés dans l'astronomie indienne, mais en même temps il essaye de les caler, parce qu'on était dans le Kali Yuga, mais ça durait je ne sais pas combien d'années, et lui justement, Babaji lui a dit non, non, la connaissance a été perdue, voici, on recale maintenant pour que l'homme soit nouveau en phase avec l'univers. Et en même temps, après, il faisait des parallèles entre le Veda et le Nouveau Testament. Le second livre, donc, c'est de Alice Bailey, que tout le monde connaît aussi, donc c'est une ancienne théosophe qui a fondé son propre mouvement, et c'est la première aussi qui a écrit un livre pour voir le rapport entre la matière et la conscience. Donc, en reprenant de manière plus globale, le but de ce livre, donc, c'est de sensibiliser les gens que l'approche extérieure qui est utilisée par la science classique, c'est-à-dire avec une certaine logique, une approche objective, et aussi malheureusement une approche réductionniste, c'est-à-dire que la science est obligée de séparer tous les paramètres. Ça explique beaucoup de choses, mais des choses comme le bonheur, tout ça, on ne peut pas l'expliquer. Voilà. Il nous manque quelque chose. Pour ça, il faut y intégrer la vie, la conscience, et ça, on peut l'avoir uniquement en faisant une introspection. Et ça permet aussi donc d'avoir une vision globale, holistique de la vie et de nous-mêmes. L'approche orientale, par son regard qui est plus tourné vers l'intérieur et qui devient davantage une philosophie, et ensuite avec l'utilisation de la méditation, a gardé davantage ce lien universel, même si ça a été aussi perdu d'une certaine manière, et on le trouve de manière encore très vivante dans la science védique, comme le Samkhya, le Vedanta, etc. Ceci nous rapproche aussi, en fin de compte, ce que disaient les Grecs anciens, comme Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, en faisant donc ce parallèle entre le macrocosme et le microcosme qui est en nous, qui sont la même chose, comme des images fractales. Alors une brève présentation de l'auteur, même si ici tout le monde me connaît. Voilà, donc c'est vrai que d'un côté j'ai une formation scientifique, j'ai d'abord étudié la chimie, ensuite la physiologie et l'écologie, mais j'ai aussi eu cette chance quand j'étais jeune d'avoir spontanément des expansions de conscience, donc j'ai vu un petit peu, j'ai un peu expérimenté aller au-delà du voile, voir au-delà des limites que nous donnent uniquement nos sens. Et donc du coup, comme je n'ai pas non plus trouvé toutes les réponses dans la science classique, depuis que je lis, je me suis aussi tourné vers toute la philosophie orientale, le Veda, et en parallèle de la pratique du yoga et de la méditation. Donc ça c'est le plan de la conférence qui reprend le plan du livre. Voilà. Donc on commence en premier de voir quelques exemples de rencontres célèbres entre scientifiques et penseurs orientaux. C'est vrai que traditionnellement, quand on étudie, on se réfère toujours aux classiques, donc on va les auteurs latins, les auteurs grecs, on va rarement jusqu'en Inde. Alors que si on approfondit un petit peu, il y a eu beaucoup d'échanges quand même à l'époque de l'Antiquité, et même plus tard, après, avec les civilisations arabes, il y a toujours cet échange Est-Ouest, mais bon, qui a été un peu oublié. Et pour même montrer actuellement avec la science physique moderne, avec la théorie des quantas, tout ça, les grands physiciens, ils ont puisé aussi une partie de leurs nouvelles idées dans ces Védas, dans ces anciens textes orientaux. Un point qui est fondamental, justement, entre cette approche occidentale et orientale, c'est la différence entre le temps linéaire et le temps cyclique. On verra ça un peu plus en détail. Après, on va voir la manière d'analyser les phénomènes n'est pas la même non plus dans l'approche traditionnelle scientifique et dans une approche orientale qui est plus fusionnelle, qui est plus par le ressenti direct. Après, je vais vous donner 3 exemples, justement, pour confronter ces deux approches et voir comment elles se complètent aussi.
Donc sur la formation de l'univers, donc là on va voir le macrocosme, sur la formation de ce qui nous constitue, qui sont les atomes, et d'où ils viennent, donc le microcosme. Et ensuite quelque chose, on va quand même intégrer la vie. Une fois on a la création, on a le support, on a le théâtre, on a le décor, on a ce qui le forme, les briques, qui sont les atomes, et après, ce qui est important, c'est la vie, comment émerger la conscience. Donc c'est l'écologie, l'écosystémique. On va terminer par ça, et après on a une conclusion. Donc pour les rencontres célèbres entre scientifiques orientaux, le premier oriental qui est venu en Occident et donc jusqu'aux États-Unis, donc c'était donc Swami Vivekananda. Et il y avait donc c'était en 1893 avec Chicago la première convention internationale sur les religions. Et donc lui présentait justement pas que la religion hindoue, il a présenté de manière très globale justement le Vedanta comme une approche holistique. Et donc il a été très fortement acclamé. Il y avait comment ils appellent ça, stand-up ovation. Il y a plus de 6000 personnes qui sont venues l'applaudir. Et c'est là qu'il a rencontré donc le physicien Tesla, qui a beaucoup travaillé donc sur les courants alternatifs, les hautes fréquences, et c'est grâce à lui maintenant qu'on a la plupart de nos instruments électriques. Il a aussi travaillé avec Bell, dont il y a quelques conflits, sur la mise au point de nouvelles technologies. Et c'était vraiment un scientifique très créatif, puisqu'il a déposé plus de 300 brevets. Et quand il a discuté, quand il a vu la conférence de Swami Vivekananda, il a commencé à discuter, il a vu toute la profondeur de la cosmogonie Samkhya et de l'approche holistique du Vedanta. Comme à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de livres qui étaient traduits en anglais, c'est lui qui a appris le sanskrit pour pouvoir lire directement les ouvrages dans le texte. Pour montrer. Il y a des scientifiques ouverts, mais il y a toutes les cartes. Deuxième exemple, qui est plus connu, c'est la rencontre entre Albert Einstein et le penseur et poète Rabindranath Tagore. Donc ils se sont rencontrés 3 fois. La première fois, c'est quand Tagore était venu visiter en Europe. La deuxième fois qu'il est passé en Europe, Einstein l'a invité chez lui, dans sa maison à Berlin. Et ensuite, ils se sont recroisés une 3e fois en 1930 à New York. Bon, il n'y a pas eu vraiment de travaux qui ont débouché de ça, mais ils avaient tous les deux un point de vue pacifiste et global. Je veux dire, chacun était très ouvert sur tout ce qui pouvait se passer, les nouveautés, voilà, et un rapprochement entre l'Occident et l'Orient. Ensuite, on va passer donc avec le cas avec Krishnamurti. Donc Krishnamurti, qui était quelqu'un assez exceptionnel, qui est aussi issu de la mouvance théosophique, mais qui a très vite pris ses marques, etc., et fait son propre mouvement. Et il a beaucoup inspiré les scientifiques, notamment le physicien David Capra, que vous connaissez, qui a écrit le Tao de la physique. Et il a rencontré Krishnamurti quand il venait faire des conférences à l'université de Santa Cruz en Californie. Et pareil, il était vraiment surpris de voir la profondeur et comment il arrivait à décortiquer le principe mental, et il disait qu'il y avait une réalité encore plus grande derrière. Et donc il a pris rendez-vous avec lui pour voir justement comment il pouvait aller au-delà de ses limitations. Et donc ça donnait Se libérer du commun, d'ailleurs, qui est un livre de Krishnamurti. Après, le deuxième physicien, qui a beaucoup discuté et qui a fait des dialogues avec Krishnamurti, donc c'est David Bohm, qui aussi a beaucoup travaillé, donc qui a fait une grande contribution à la physique quantique. Et ces dialogues, d'ailleurs, ont été publiés dans un livre qui s'appelle The Ending of Time, et qui ont été traduits, qui s'appelle en édition française Le Temps aboli. Et pour terminer, donc, pour montrer ces échanges constructifs entre la pensée orientale et les physiciens modernes, on peut citer le cas de Erwin Schrödinger, un autre physicien. Lui, il n'a pas eu de contact direct avec un swami ou un enseignant, mais il a toujours beaucoup apprécié la philosophie indienne et il puisait dedans ses idées. Il connaissait les Upanishads, les Vedanta. Et d'ailleurs, un de ses livres s'appelle Ma conception du monde, le Veda d'un physicien. Il utilisait même la terminologie védique.
Et enfin, on peut terminer ce rapprochement avec le chimiste Niels Bohr, qui lui, bon, c'est quand lors d'un voyage en Chine, pour son travail, il était aussi impressionné par cette approche orientale, par cette approche globale. Et quand il a été élu à l'Académie des sciences au Danemark, il a choisi le symbole de Guggenheim pour mettre sur son blason. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour pour voir qu'il y a eu ces échanges fructueux entre l'Orient et l'Occident, si on regarde maintenant un petit peu la physique quantique, ça nous a amené beaucoup de compréhension sur notre environnement, ça nous a permis de relativiser pas mal de choses, mais en même temps, il y a ces données sont tellement nouvelles qu'on reste aussi sur des flous et qu'on a l'impression que la science bute un petit peu. Avec sa vision uniquement objective, elle arrive à ses propres limites. Alors on peut citer le cas par exemple de l'incertitude d'Heisenberg, qui quand on veut étudier une particule, à bout d'un moment, si on veut déterminer son énergie, on ne peut plus connaître sa position. Donc c'est une sorte de flou quantique. L'autre exemple, c'est ce qui est mis sur la figure ici, c'est la dualité onde-particule, c'est-à-dire pour un électron, si vous l'analysez sous une certaine forme, il va se comporter comme une particule, et si vous l'analysez par un autre moyen, il va se comporter comme une onde. Pourtant, c'est la même chose. Quand vous regardez aussi toutes les particules qui ont été mises en évidence ces dernières années, vous avez entendu parler des bosons, des quarks et tout ça, si vous faites le compte, on va le voir un peu tout à l'heure, vous avez à peu près entre 12 et 17 particules en comptant les bosons qui permettent d'échanger des forces. Or, on n'a pas réussi à unifier toutes ces particules et toutes les lois de la nature. Donc il y a eu des théories mathématiques, parce que physiquement on n'arrive pas, qui ont essayé de le faire, comme les théories des supercornes, mais pour ça, on ne peut pas les résoudre dans un système physique avec 4 dimensions. On est obligé de doubler ou de tripler. Et donc ça veut dire tout simplement qu'on est obligé, enfin pour moi, je l'interprète comme on est obligé d'intégrer les mondes plus subtils. Et enfin, la dernière au niveau astronomique, bon, ça c'était plutôt au niveau microscopique, au niveau macroscopique, quand on regarde, on observe notre univers, comment il est en expansion, etc., par rapport à les éléments qui sont dedans, on voit qu'il manque. Il se comporte d'une manière où on voit qu'il manque 80% de sa masse, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que 80% des particules qui forment et qui permettent d'expliquer le devenir, enfin que la manière dont notre univers est en train de s'éloigner les uns des autres, les différentes parties, 80% de ces particules, on ne les détecte pas. Ce qui n'est pas négligeable. C'est le lien. Hein? C'est le lien, en fait. C'est le lien, mais en même temps, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Voilà, Ah oui, le paradoxe, voilà. Oui. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler l'éther, ou C'est ça. voilà, ou le koilon, mais en même temps, je veux dire que c'est des choses qui ne sont pas accessibles avec nos moyens de mesure Avec la actuels. science. Voilà. C'est au-delà de notre capacité de mesure. Donc l'autre point que je vous ai dit, la différence entre l'Orient et l'Occident, donc là vous reconnaissez le petit lapin dans Alice au pays des merveilles, il est toujours en retard. Et pourquoi ça vient d'être toujours en retard? Parce que arbitrairement, je veux dire, dans notre conception occidentale, on a un temps linéaire, avec le temps maintenant du présent, qui se réfère à ce qui est passé, notre mémoire, et ensuite on projette dans le futur. Et en même temps, il y a une connotation toujours, je veux dire, un petit peu dans le sens que le passé c'est un peu rétrograde, c'est vieillot, et on est toujours en train de regarder la dernière nouveauté, le nouvel iPhone, etc., qui en fin de compte qui est un leurre, mais bon, toutes nos sociétés, on est toujours là-dedans, en train de regarder. Et alors que, je veux dire, que ce soit en Asie, la culture orientale en général, on a une approche beaucoup plus circulaire du temps, et en fin de compte, ça respecte tout simplement les cycles de la nature. Vous avez le cycle du jour et de la nuit, cette alternance, les saisons, la lune, les années, donc la rotation de la Terre autour du Soleil, les années galactiques pour l'astronomie, l'astrologie, etc. Et dans ce cas-là, je veux dire, on ne peut pas être en retard. Si on est à la roue, bon, il suffit d'être en harmonie avec les lois de la nature, on est toujours à l'heure, on est toujours bien. Voilà. Et pour ça, il faut se centrer, il faut être dans sa conscience. Ensuite, après ces notions de temps, c'est la notion même de comment est-ce qu'on perçoit et qu'on mesure ou
on peut observer, mesurer, quantifier ce qui est autour de nous. Dans l'approche scientifique, c'est toujours un système ternaire. Ça veut dire que vous avez l'observateur, vous avez le processus d'observation qui peut être vos yeux, vos oreilles, ce que vous entendez. Ça peut être un télescope, un microscope, suivant l'échelle, et ensuite l'objet que vous observez. Mais en fin de compte, le processus d'observation, il a ses propres limites. Vous ne voyez pas toutes les longueurs d'onde, bon, des fois vous avez besoin de lunettes. Pareil, dans ce que vous entendez, il y a des fréquences, les infrasons, on ne les entend pas. Dans votre télescope, pareil, vous êtes limité par la transparence de l'atmosphère et autres. Donc, on n'a jamais, l'objet qu'on observe, on ne le voit jamais en entier. On voit juste un éclairage, une fenêtre. Donc, notre perception de l'objet est toujours fragmentaire. Voilà. Alors que dans l'approche orientale, ou qui revient à l'approche un petit peu des contemplatifs ou des poètes de chez nous, comme le poète qui va regarder sa fleur, sa rose va devenir la rose. Donc c'est une perception par l'intérieur, et donc du coup, il n'y a plus de limitation. Vous atteignez la totalité de l'objet, c'est une perception directe. Par contre, la perception directe, elle manque aussi de certains critères objectifs, je veux dire quantitatifs, vous ne les avez pas forcément, mais vous le vivez de l'intérieur. Et on va voir comment est-ce qu'on peut confronter ces deux-là et comment ça peut se... Donc en gros, si je symbolise un petit peu, si je caricature même, donc entre l'approche scientifique, on peut mesurer, on peut, je veux dire, donner des constantes de l'univers, des trucs qui sont valables partout, comme la vitesse de la lumière, la gravité, les charges des électrons, des choses comme ça. Mais pour ça, dès qu'on arrive vers des choses très petites, on est obligé de construire des instruments immenses, comme l'accélérateur du CERN à Genève, qui fait des kilomètres, qui a coûté des sommes pharaoniques. Tout ça pour mesurer des particules qui sont subatomiques. Alors que d'un autre côté, je veux dire, par l'approche orientale, par l'introspection, comme la spiritualité, la méditation, on peut arriver à percevoir les choses, on va voir l'exemple tout à l'heure, qui permet d'aller au-delà des limites de la science. Dans un sens, ça a deux conséquences, c'est que ça permet de voir l'unité toujours, sans découper les choses, et ça permet aussi d'aller jusqu'à la source des choses, jusqu'à l'origine, ce qui n'est pas toujours possible avec la science. En fin de compte, je veux dire, toutes ces différentes approches, on les retrouve dans le système des philosophies hindoues et indiennes. On appelle ça les Saddharsana ou les 6 branches de la philosophie hindoue. Donc il y en a que vous connaissez déjà. D'abord, il faut bien voir que ces 6 branches, en fin de compte, c'est 3 approches et 3 outils. Par exemple, si on regarde ce qui rapproche le plus de la science occidentale, puisque c'est l'approche objective, c'est le Vaisheshika, et pour ça, on utilise la logique, ce qu'on utilise en science. Voilà, tout est bien carré, tout est cadré, mais tout est réducteur. Donc, par opposition à cette approche purement objective, vous avez ici l'approche objective du Sankhya, qui utilise comme outil le yoga, la perception directe. Et entre les deux, vous avez quoi? Un petit peu la synthèse, qui est le Vedanta. La Vedanta veut dire la fin du Veda, c'est l'essence du Veda. Et avec ça, vous avez... Bon, ici c'est marqué investigation, mais en fin de compte, c'est le moyen d'arriver à l'origine des choses, à la source, et de voir l'unité dans tout. Et donc c'est l'approche par la conscience. Donc notre premier exemple, sur l'infiniment grand, quelle est notre compréhension de la formation de l'univers? Donc dans la science classique, on appelle ça la théorie du Big Bang, que tout le monde connaît. Donc là, effectivement, on retrouve notre temps linéaire. On a un fameux temps zéro où on suppose que tout ce qui existait était uniquement sous forme d'énergie. Et ensuite, il y a eu l'inflation de l'univers, donc avec une expansion, et la formation progressivement des premiers subparticules, ensuite des premiers atomes, et ensuite avec les premiers atomes, donc notamment l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène, c'est 99% encore actuellement de l'univers est formé par l'hydrogène, et ça sert de carburant pour les étoiles. Notre Soleil et la plupart des autres soleils brûlent des quantités énormes d'hydrogène, et c'est ce qui permet de former ensuite les systèmes solaires et les galaxies, et là-dessus a pu venir la vie.
Et donc on estime que c'est un processus qui aurait mis 14 milliards d'années. Mais là, on ne sait pas y aller, et là, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors que dans l'approche orientale, et dans l'approche de la philosophie hindoue, donc là vous avez reconnu Shiva sous sa forme Nataraja, donc le seigneur du monde, il fait la création du monde, et là donc c'est nouveau une approche cyclique de la création d'un monde et sa destruction, et ça se termine jamais. Si on continue le rapprochement, donc toujours ici la partie occidentale et la partie orientale, donc ça reprend tout à l'heure le même schéma que le Big Bang, avec ici donc la formation de l'univers, ensuite son expansion. On a trois hypothèses d'après ce que connaît la science actuellement. Ils disent que si la masse de l'univers est très grande, à un moment donné, c'est la force la plus faible, parmi les 4 forces fondamentales, qui est la gravité, qui va attirer à lui toutes les particules, et donc au bout d'un moment, l'univers va à nouveau se rétrécir. Et alors dans ce cas-là, on va tout retourner vers toutes les formes qui ont été faites, les planètes, les soleils, ça va s'entrechoquer, la température va monter, on va retomber, avec un point uniquement où tout est sous forme d'énergie. C'est pour ça que ça s'appelle le Big Crunch. A l'inverse, si la masse de l'univers n'est pas suffisante, la force de gravité ne pourra pas empêcher cette expansion de l'univers, et va continuer, toutes les galaxies qu'on voit actuellement qui s'éloignent les unes des autres, et bien petit à petit, ça va se refroidir, et donc va arriver, le Big Shield, c'est le grand glaçon. Et la position intermédiaire, c'est que bon, l'univers arrive à se maintenir, les deux forces à peu près s'équilibrent, l'expansion et la contraction s'équilibrent. Alors que dans la conception orientale et hindoue, ils estiment que ça représente en fin de compte ça. Ils disent que voilà, on a une création qui est donc faite par Brahma, ensuite on a l'expansion, le maintien de la vie qui est fait par Vishnu, et ensuite Shiva il détruit ça, et ensuite ça repart. Et donc c'est ce qu'on va voir, les cycles, les yugas, les Mahayugas, les kalpas. Et d'après cette mythologie, il y aurait déjà eu 14 fois. Il y aurait eu 14 Big Bang, et chaque fois. Pour eux, donc, c'est un cycle qui se répète à l'infini. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça peut être unique. Ça a été perçu par les rishis du temps des Védas. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Parce qu'on est limité, là, en temps zéro, on ne peut pas aller. Et le futur, on ne peut pas connaître non plus. Les rishis, c'est quoi? C'était les prêtres? Les rishis, c'est les anciens sages de la civilisation védique. Les anciens sous. On regarde un peu plus en détail donc ces fameux cycles, donc les yugas. Donc on appelle ça Shatar Yuga, donc les 4 yugas. Donc vous connaissez ça dans toutes les traditions, même, je veux dire même chez nous, chez les Grecs. Il y a le fameux âge d'or, l'âge spirituel, ensuite l'âge de les différents noms, l'âge de bronze, etc., jusqu'on arrive au l'âge de fer, qui est le Kali Yuga. Donc c'est des cycles qui durent très très longtemps, mais c'est toujours le même principe qui est appliqué à différentes échelles. Donc c'est là, effectivement, ça a été repris, c'était dans le livre de